J'étais sur le point de frapper à la porte de mes parents. Quand je les ai entendus dire à mon frère, « Ne t'inquiète pas pour la dette. On fera en sorte que ta sœur paie. Elle ne dit jamais non à la famille. » Je suis parti en silence et j'ai transféré toutes mes économies, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je m'appelle Clear Anderson, et à 32 ans, je n'aurais jamais cru que ma propre famille me trahirait de cette façon. J'ai toujours été la fille responsable. L'infirmière qui faisait des heures en plus pendant la pandémie. La fille qui ne disait jamais non quand la famille avait besoin d'aide. Ce mardi-là, je venais de recevoir une prime de $1000 et j'étais trop contente de partager la nouvelle avec mes parents. J'étais sur le point de frapper à leur porte quand j'ai entendu mon père dire à mon frère, « Ian, ne t'en fais pas pour la dette. On fera en sorte que ta sœur paie. Elle ne dit jamais non à la famille. » Ma main est restée figée en l'air alors que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous me lisez et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si les histoires de trahison familiale vous mettent aussi en colère que moi. En grandissant dans la banlieue de Chicago, dans une maison simple à 2 étages avec un revêtement bleu, notre famille avait l'air parfaitement normal vu de l'extérieur. Mon père, Richard, travaillait comme comptable dans un cabinet de taille moyenne. Il ramenait un revenu stable qui nous permettait de vivre confortablement, mais sans luxe. Ma mère, Sharon, enseignait en CE2 dans l'école primaire du quartier et rentrait chaque jour avec des histoires sur ses élèves. Et des projets de bricolage qui laissaient des paillettes sur ses vêtements. Sur le papier, on ressemblait à une famille américaine de classe moyenne parfaite, mais en réalité, il y avait un schéma qui s'était formé depuis mon enfance. Mon frère Ian et moi, on était traités différemment. D'une façon tellement subtile qu'il m'a fallu des années pour arrêter de croire que je me faisais des idées. Ian a 4 ans de moins que moi, et dès sa naissance, il a semblé captiver le cœur de nos parents. D'une manière que je n'ai jamais réussi à faire. Moi, j'étais sérieuse et studieuse. Ian, lui, était charmant et aventureux. Je suivais les règles, lui les brisait avec un sourire qui, bizarrement, lui valait le pardon au lieu d'une punition. Mes parents disaient qu'il avait un esprit libre, alors que moi j'étais la responsable. Un mot qui semble flatteur, mais qui était en fait un fardeau. Au lycée, j'avais un dossier impeccable. Je faisais du volley et je travaillais les week-ends dans une pharmacie du coin pour économiser pour l'université. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont donné $2000 pour acheter une Toyota d'occasion avec plus de 100 000 miles. Mais seulement après que j'ai économisé moi-même $3000. J'étais reconnaissante, bien sûr. Cette voiture représentait la liberté, et mes parents me faisaient confiance. Quand Ian a eu 16 ans, 4 ans plus tard, mes parents lui ont offert un Honda Civic tout neuf, sans qu'il ait besoin d'économiser, sans qu'on parle de responsabilité. Quand j'ai fait remarquer la différence, ma mère m'a dit, « Tu étais tellement indépendante, Clear. Ian a besoin de plus de soutien. » L'université a suivi le même schéma. J'ai eu des bourses partielles et je travaillais 30 heures par semaine tout en gardant une moyenne de 3,8 dans mon programme d'infirmière. Je suis sorti diplômé avec des prêts étudiants de plusieurs milliers de dollars, que j'ai remboursés. Sérieusement en 5 ans. Ian, lui, est allé dans une université privée très chère. Il a changé de filière 3 fois avant d'abandonner au bout de 2 ans et demi. Mes parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité. Et ne lui ont jamais demandé de rembourser, même après avoir gaspillé leur argent. Ma carrière professionnelle, elle, a été stable. Après l'école d'infirmière, je suis passé d'infirmière de service à infirmière-chef. Jusqu'à devenir responsable des soins au Chicago Memorial Hospital. Je faisais des heures supplémentaires, je me portais volontaire pour les pires horaires que personne ne voulait. Et j'ai construit une réputation d'excellence. Pendant la pandémie, j'ai travaillé 60 heures par semaine, mettant ma santé en danger, en voyant mes collègues tomber malades. L'hôpital a reconnu mes efforts en m'accordant une promotion et la prime que j'ai reçue le jour où j'ai entendu cette fameuse conversation. La carrière de Ian, si on peut appeler ça comme ça, c'était une suite de projets d'entreprise qui n'ont jamais abouti à rien de concret. Il y a eu le commerce de t-shirts personnalisés qui a duré 4 mois. L'application de livraison de nourriture qu'il a laissé tomber faute d'investisseurs. Et plus récemment un business d'importation de produits de luxe, sur lequel il restait très flou. Chaque échec était couvert par le soutien financier de mes parents. Qu'ils justifiaient comme une mauvaise période ou des expériences qui forment. Même en voyant ce favoritisme, je restais proche de ma famille.
Les dîners du dimanche chez mes parents restaient une tradition. J'appelais ma mère plusieurs fois par semaine. Je n'oubliais jamais les anniversaires ou les fêtes, et j'offrais toujours des cadeaux réfléchis. La famille, c'était tout pour moi, et j'étais prête à ignorer les injustices pour préserver nos liens. À 32 ans, j'avais enfin une certaine stabilité personnelle. J'avais acheté un petit appartement de 2 pièces dans un quartier correct. Mon compte d'épargne avait grossi régulièrement, car je vivais en dessous de mes moyens et je planifiais bien pour le futur. Je conduisais la même voiture fiable depuis 10 ans. Ma vie n'était pas luxueuse, mais elle était stable. Un résultat de toutes ces années de discipline et de travail acharné. Il y avait pourtant des signes d'alerte concernant la situation financière de Yin ces derniers mois. Des appels téléphoniques chuchotés qui se terminaient dès que j'entrais dans la pièce. Ma mère me demandant $2000 pour une réparation à la maison dont je n'ai jamais vu la moindre trace. Mon père me posant des questions étranges sur mon salaire et mes économies. Mais j'ai ignoré tout ça. Je ne voulais pas croire que ma famille puisse profiter de moi délibérément. Cette croyance allait bientôt s'effondrer complètement. Le jour où tout a changé a commencé comme un jour tout à fait ordinaire. Mardi 15 avril, jour des impôts ironiquement bien choisi, vu ce qui allait arriver. Je venais de terminer un service de 12 heures à l'hôpital, les pieds en feu mais le cœur léger. Pendant notre réunion du matin, la directrice de l'hôpital avait annoncé des primes spéciales pour les cadres qui s'étaient dépassés. Pendant la dernière vague de Covid. Quand elle a prononcé mon nom et m'a remis un chèque de plusieurs milliers de dollars, j'ai failli pleurer. Après 3 années épuisantes dans la pandémie, cette reconnaissance m'a donné l'impression qu'on voyait enfin tous les sacrifices que j'avais faits. Ma première pensée n'a pas été pour moi, mais pour partager la nouvelle avec ma famille. Malgré nos relations compliquées, leur fierté comptait encore beaucoup pour moi. J'ai décidé de passer chez eux sur le chemin du retour, en imaginant leur visage fier et peut-être même un dîner improvisé pour fêter ça. J'ai même pensé proposer à ma mère de l'aider à rénover sa cuisine. Ce dont elle parlait depuis des années. C'est comme ça que je suis, toujours à vouloir partager mes bonnes nouvelles. Je suis arrivé chez mes parents vers 17h30, dans leur maison de style colonial. Et j'ai utilisé la clé de secours pour entrer, comme je l'avais fait des centaines de fois avant. Maman, papa? Y a quelqu'un? Je criai, mais je n'eus aucune réponse. Leur voiture était garée devant, donc je savais qu'ils étaient là. Je pensais qu'ils étaient peut-être dans le jardin, alors j'ai décidé de vérifier à l'étage d'abord. En m'approchant de la porte de leur chambre au bout du couloir, j'ai entendu des voix étouffées. J'étais sur le point de frapper quand la voix reconnaissable de mon frère, avec son ton un peu géniard, s'est fait entendre clairement. C'est $5000, papa. Je sais que c'est beaucoup, mais cette fois c'est différent. Ma main s'est arrêtée en l'air. Je ne savais pas que Yin était venu aujourd'hui. La curiosité m'a figé sur place. La voix de mon père s'est élevée. Yin Cole Anderson. C'est plus que ce que je gagne en un an. Comment as-tu pu te mettre dans autant de dettes encore une fois? Le fournisseur a augmenté ses prix après que je m'étais déjà engagé avec mes clients, dit Yin. Ce n'est pas de ma faute. Et maintenant, ces types sont sérieux pour récupérer l'argent. Ils m'ont donné 30 jours. Quel genre de fournisseurs sont ceux? Demanda ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Yin, tu es dans un genre de problème. Non, maman, ce sont juste des affaires, répondit-il avec mépris. Mais j'ai besoin d'aide rapidement. On n'a pas cet argent, dit mon père. On a hypothéqué à nouveau la maison pour couvrir ta dernière idée, et on est encore en train de rembourser le prêt d'avant. Mon estomac se noie. Hypothéquer à nouveau la maison. Il ne m'avait jamais parlé de problème d'argent. Les 7 opportunités d'investissement en Floride, proposa ma mère. La présentation de timeshare à laquelle on est allé disait qu'on pouvait récupérer notre argent en 3 ans. Je me mordis la lèvre pour ne pas gémir. Mes parents étaient nuls avec l'argent, malgré la formation de comptable de mon père. Ils tombaient dans tous les pièges de fortune rapide qu'ils voyaient passer. Ça prendra trop de temps, dit Yin. J'ai besoin de l'argent maintenant. Et Clear? Elle doit avoir des économies. En entendant mon nom, je me rapprochai encore plus de la porte. Ta sœur travaille dur pour son argent, commença mon père. Et pendant un instant, je ressentis de la gratitude qu'il me défende. Mais il ajouta aussitôt. Mais oui, elle a toujours été responsable avec ses finances, et elle vient juste d'être promue.
Là elle doit avoir au moins 50 000 $ d'économie, ajouta ma mère. Et elle a mentionné un bonus qu'elle allait recevoir. La gratitude se transforma en incrédulité. Il discutait de mon argent? De l'argent auquel il n'avait aucun droit. Comme si c'était une ressource familiale. Alors, on va lui demander de me le prêter, dit un. Problème réglé. Là elle pourrait hésiter pour un montant si grand, dit lentement mon père. Dernièrement, elle commence à poser plus de questions sur les autres prêts. La voix de ma mère devint plus basse, presque comploteuse, comme je ne l'avais jamais entendue. Ne t'en fais pas, Claire a toujours été trop gentille quand il s'agit de la famille. On lui dira que c'est pour des factures médicales de yin ou un truc du genre. Elle est infirmière. Elle comprendra les coûts des soins. Ou on pourrait lui dire que c'est une opportunité d'affaires dans laquelle elle pourrait investir. Suggéra Yin avec plus d'enthousiasme. Là elle parle toujours de préparer sa retraite. Une sensation glaciale m'envahit le torse en entendant ma famille comploter pour me mentir. Quoi qu'on lui dise, dit mon père avec fermeté, ne t'inquiète pas pour la dette, Yin. On fera en sorte que ta sœur paie. Elle ne dira jamais non à la famille. Les trois se mirent à rire. Un son qui me frappa comme des coups de poing. La gentille irresponsable Claire, se moqua Yin. Toujours là pour réparer mes bêtises. Là elle adore se sentir utile, ajouta ma mère. Mais on n'aura qu'à faire appel à son côté protecteur. Et bien sûr, compléta mon père, je lui rappellerai tout ce qu'on a fait pour elle quand elle était petite. La culpabilité, ça marche toujours avec Claire. Leurs mots confirmèrent ce que j'avais toujours soupçonné. Mais que je n'avais jamais voulu croire. Ma fiabilité n'était pas respectée et elle était exploitée. Ils ne me voyaient pas comme une femme forte et indépendante que j'avais durement travaillé pour devenir. Ils me voyaient comme un distributeur automatique. Avec un bouton culpabilité bien pratique. Ma vue se brouilla avec les larmes. Une vague de nausée me frappa si fort que je dus poser la main sur le mur pour rester debout. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, couvrant presque le reste de leur conversation. Le couloir semblait tourner autour de moi, pendant que 32 ans de souvenirs de famille se réorganisaient en un schéma clair de manipulation et de favoritisme que je ne pouvais plus nier. Je reculai doucement de la porte. Reconnaissante pour la moquette épaisse qui étouffait mes pas. Je ne pouvais pas les affronter. Pas maintenant, pas alors que je me sentais aussi brisé. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pour digérer cette trahison. Je descendis les escaliers discrètement et sortis par la porte principale. La refermant avec le clic le plus doux possible. Une étrange sensation de calme remplaçait peu à peu le choc. Quand j'arrivai à ma voiture, garée un peu plus bas dans la rue. Une nouvelle détermination commença à brûler à travers la douleur. Il croyait me connaître, la Claire prévisible et fiable, celle qui dit toujours oui. Mais il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand on me pousse à bout. Le trajet de 20 minutes jusqu'à chez moi passa comme un éclair. Je ne me souvenais même pas des feux rouges ou des virages. Ma tête répétait des bouts de conversation comme un disque rayé. Là elle ne dira jamais non à la famille. La gentille irresponsable Claire. La culpabilité, ça marche toujours avec Claire. Quand je me garai enfin dans le garage de mon immeuble. Je restai figé au volant, essayant de reprendre ma respiration. Mon téléphone vibra avec un message de ma mère. Tu viens dîner dimanche. Je vais faire ta lasagne préférée. La banalité de ce message, sachant ce que je savais maintenant, me fit rire d'un rire amer. Mes doigts flottèrent au-dessus de l'écran. Tenter d'écrire toute ma colère. Mais je résistais. Ce serait la stratégie, pas l'émotion, qui me guiderait désormais. Je répondis avec un simple mensonge. On m'a rappelé à l'hôpital pour une urgence. Je t'appelle demain. Puis, j'ai désactivé les notifications et je suis rentré chez moi. Cet espace que j'avais toujours trouvé rassurant, avec ses murs bleus doux et ses meubles soigneusement choisis, était maintenant le seul endroit où je me sentais en sécurité dans ce monde. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis laissé tomber sur le canapé, laissant enfin les larmes couler. Mais ce n'était pas que des larmes de douleur, elles brûlaient aussi de colère. Alors que le choc s'estompait, mon esprit logique commença à lister toute l'aide financière que j'avais donnée à ma famille. Il y avait les 3 000 $ pour le voyage d'anniversaire des 30 ans de mariage de mes parents à Hawaï. Un prêt jamais remboursé. 2 000 $ pour réparer la voiture de Yin après son accident.
Accident qui, j'appris plus tard, s'était produit alors qu'il conduisait ivre. 5 000 $ pour remplacer le toit de mes parents. Qui, par coïncidence, couvrait exactement le montant des frais d'université en retard de Yin. Après son deuxième échec. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lancé une feuille de calcul pour noter méthodiquement chaque dollar dont je me souvenais avoir fait cadeau à ma famille au cours de la dernière décennie. Le total me donna la nausée, 8 600 $. Presque 50 000 $ que je ne reverrai jamais. Tout cela pendant que je faisais des heures supplémentaires et que je vivais de manière très économe. Une fois que je vis les chiffres rangés en ligne et en colonne, le schéma était évident. Chaque demande était présentée comme une urgence. À chaque fois, on me remerciait en me disant que j'étais d'une grande aide et qu'on me rembourserait. Et chaque fois, le remboursement était oublié jusqu'à ce que je le réclame. Et là, on me faisait passer pour une radine. La famille est de la famille, disait ma mère quand je posais la question. Un jour, quand tu auras besoin de nous, on sera là. Mais maintenant, je comprenais la vérité. L'aide allait toujours dans une seule direction, vers rien. Et mes parents le laissaient tout faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance totale. Chloé, tu peux parler? Il s'est passé quelque chose? Chloé Taylor était ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière. Contrairement à moi, elle venait d'une famille qui respectait les limites. Et célébrait l'indépendance. Elle avait souvent critiqué le comportement de ma famille au fil des années. Mais je les avais toujours défendus. Qu'est-ce qu'il se passe, Claire? Tu as l'air mal. L'inquiétude de Chloé passait dans sa voix. Pendant l'heure qui suivit, je lui racontais tout. La conversation que j'avais entendue. La manipulation prévue. Toute l'histoire d'exploitation financière. Chloé écouta sans m'interrompre, poussant parfois des soupirs choqués. Je déteste dire « je te l'avais dit », dit-elle enfin. Mais ça fait des années que je vois comment ils abusent de toi. Tu te souviens quand ta voiture est tombée en panne l'hiver dernier. Et tu leur as demandé s'ils pouvaient t'aider à payer la dépanneuse. Et ton père a dit qu'ils étaient un peu serrés niveau argent? C'était la même semaine où ils ont acheté à Yin une veste en cuir hors de prix pour Noël. Je leur trouvais toujours des excuses, avouai-je. Je pensais que si j'étais assez utile, assez serviable, ils finiraient par me valoriser comme ils le font avec lui. Ma chérie, ils valorisent ce que tu leur donnes, pas qui tu es. Et ce n'est pas ta faute. Tu as été conditionnée depuis l'enfance à être la responsable, la soignante. Ils profitent de ton bon cœur. Ces mots m'ont touché en plein cœur, avec une précision douloureuse. J'avais passé ma vie à essayer de mériter le même amour inconditionnel qu'il donnait à Yin sans compter. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, demandai-je. D'abord, protège-toi, dit Chloé fermement. Transfère ton argent dans un endroit où ils n'ont aucun accès. Fais un dossier de tous les prêts passés. Et, par pitié, ne leur donne plus un seul centime. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à fouiller dans mes relevés de compte. Et à rassembler des preuves des anciennes transactions financières. Impossible de dormir. Chaque souvenir familial repassait dans ma tête avec une toute nouvelle signification. Ma mère me félicitant d'être si raisonnable avec l'argent. Pendant qu'elle faisait de moi la tirelire de la famille. Mon père racontant fièrement à ses amis mon succès professionnel. Tout en calculant combien je pourrais gagner pour le bénéfice de Yin. Le matin venu, l'épuisement s'était transformé en détermination. Je me suis douché, j'ai mis mes vêtements les plus professionnels. Et je me suis préparé à reprendre le contrôle de ma vie. L'infirmière qui avait géré une unité de soins intensifs pendant une pandémie n'allait plus jamais se laisser manipuler par sa famille. Quand la coopérative de Crédit Ballet a ouvert à 9 h du matin, j'étais déjà devant la porte. J'avais choisi ma tenue avec soin. Une jupe droite gris anthracite et un chemisier bordeaux qui inspirait la confiance. Le vigile m'a salué avec respect en m'ouvrant la porte. Et je suis allé directement au guichet. J'ai besoin de parler à un conseiller tout de suite, ai-je dit à la réceptionniste. C'est au sujet de la sécurité de mon compte. Quelques minutes plus tard, j'étais assise en face de Brenda Garcia. Une conseillère financière avec une coupe de cheveux simple et des yeux vifs qui m'observait attentivement. « Que puis-je faire pour vous, Madame Anderson ?» demanda-t-elle. « Je veux protéger mes finances contre un accès non autorisé, expliquai-je. En gardant ma voix calme malgré l'émotion. Je voudrais ouvrir de nouveaux comptes auxquels personne de ma famille ne peut accéder.
Et transférer mes fonds immédiatement. Si Brenda était curieuse de l'urgence, elle ne le montra pas. Elle me guida efficacement à travers le processus pour créer de nouveaux comptes avec des mesures de sécurité renforcées. Avec des mots de passe impossibles à deviner et sans possibilité d'accès par une soi-disant urgence familiale. J'aimerais aussi vérifier qui est désigné comme bénéficiaire sur tous mes comptes, ajoutai-je. Me rendant compte que j'avais probablement mis mes parents au lien il y a des années. 2 heures plus tard, je sortais de la banque avec mes économies. Y compris mon bonus récent en sécurité sur mes nouveaux comptes. J'avais aussi retiré ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée sur ma carte de crédit. Quelque chose que j'avais fait il y a des années. Quand elle avait dit qu'elle en avait besoin juste en cas d'urgence. La petite empreinte en forme de carte avait disparu de mon portefeuille. Où j'avais gardé cette carte pendant 7 ans. Laissant ma mère l'utiliser parfois. Et elle dépassait souvent ma limite. Ma prochaine étape fut le bureau de Laura AES. Une conseillère financière que Chloé m'avait recommandée. Le bureau de Laura était chaleureux mais professionnel. Avec ses diplômes accrochés proprement au mur. Et un bureau bien rangé. Chloé m'a dit que tu avais besoin de conseils urgents, dit Laura après les présentations. Je pris une grande inspiration et lui racontai une version résumée de ma situation. Malheureusement, ce genre de cas est assez fréquent, dit Laura avec compassion. L'exploitation financière dans les familles est plus courante qu'on ne le croit. On va mettre en place un plan global pour protéger tes biens. Pendant les 3 heures suivantes, Laura m'aida à documenter chaque prêt que j'avais accordé à ma famille. Avec les dates, les montants, et toutes les preuves que je pouvais retrouver. On parla du concept légal des reconnaissances de dette. Et de comment, sans document signé. Toute l'aide que j'avais donnée serait probablement considérée comme un don par la loi. À l'avenir, si tu veux encore aider financièrement ta famille. On préparera tous les documents nécessaires, expliqua Laura. Mais vu ce que tu m'as raconté, je te déconseille fortement de leur donner quoi que ce soit. Laura m'aida aussi à rédiger un document de limite financière. Une déclaration claire de ce que je ferais ou non avec mon argent et ma famille. Ce n'était pas légalement contraignant. Mais le simple fait de l'écrire renforçait ma volonté. En fin d'après-midi, j'étais mentalement épuisé. Mais je me sentais plus forte que depuis des années. Je m'arrêtai dans un petit café du quartier pour un déjeuner tardif. Et je relus les règles de limite que j'avais rédigées avec Laura. Je ne fournirai ni prêt ni don de plus de $100 à des membres de ma famille. Toute aide financière devra être documentée avec des conditions de remboursement. Je ne serai pas co-signataire de prêt. Ni ne fournirai l'accès à mon crédit. Je ne discuterai pas de mes revenus, de mes économies, ni de ma planification financière avec la famille. Je me réserve le droit de dire non à toute demande d'argent sans avoir à me justifier. En lisant ces simples phrases, je sentis un énorme poids se lever de mes épaules. Pendant des années, j'avais suivi des règles familiales non dites qui leur donnaient tous les droits sur mes ressources. Maintenant, j'étais en train de créer mes propres règles. Mon téléphone vibrait régulièrement toute la journée. 5 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, et un message de Yin. Tu viens dîner dimanche. J'ai de grandes nouvelles à partager. Cette mise en scène était tellement évidente que ça me rendait triste et en colère à la fois. Ce soir-là, j'avais une séance virtuelle avec la Dr Carter, une thérapeute que je voyais de temps en temps depuis le début de la pandémie. Je n'avais pas prévu de parler de problèmes familiaux. D'habitude, on parlait de stress au travail. Mais cette fois, tout est sorti d'un coup. Ce que tu décris, c'est un système familial qui t'a désigné comme la responsable, la sauveuse, expliqua la Dr Carter. Ces rôles sont fixés très tôt et peuvent être très difficiles à changer. Car tous ceux qui en font partie résistent au changement, souvent sans en avoir conscience. Donc ils vont s'opposer, dis-je presque comme une certitude. Elle confirma. Attends-toi à des chantages émotionnels, de la colère, des accusations comme quoi tu es égoïste ou que tu as changé. Il pourrait même dire que tu fais une crise mentale. Tout cela est normal quand on change la dynamique d'un système dysfonctionnel. La Dr Carter m'a aidé à préparer des réponses face aux manipulations probables de ma famille. Pour la culpabilité. Je comprends que tu sois déçu, mais je dois prendre des décisions financières qui sont alignées avec mes objectifs. Pour la colère. Je vois que tu es énervé. On pourra continuer cette discussion quand tout le monde sera plus calme. Pour les accusations. Je prends des décisions qui sont bonnes pour moi.
Je n'ai pas besoin de les justifier. À la fin de la séance, je me sentais prête mentalement pour le dîner du dimanche. Au lieu d'annuler, j'ai décidé d'y aller comme prévu. Je voulais observer leur manipulation avec mes nouveaux yeux. Je voulais voir s'ils allaient vraiment essayer de mettre en œuvre le plan que j'avais entendu. Souviens-toi, dit la docteur Carter avant de raccrocher. Changer les habitudes demande du temps et de la constance. Il y aura des moments où ta résolution faiblira. C'est normal. Reviens simplement à tes limites. J'ai passé le samedi à renforcer mon soutien émotionnel. J'ai appelé des amis que j'avais un peu délaissés pendant que je mettais ma famille en priorité. J'ai nettoyé mon appartement, fait du sport à la salle, et je me suis préparé mentalement à ce qui m'attendait. La colère s'était transformée en une détermination froide. Je n'allais pas exploser devant ma famille. Ça leur aurait juste donné une excuse pour dire que j'étais irrationnel. Au contraire, je serais calme, clair et impossible à manipuler. Le dimanche est arrivé avec une boule au ventre, mais les idées bien claires. En conduisant vers la maison de mes parents, je me suis répété la vérité. Je n'étais pas responsable des dettes de Yin. Je n'étais pas obligé de sacrifier ma sécurité financière pour quelqu'un qui ne ferait jamais pareil pour moi. Et surtout, dire non ne faisait pas de moi une mauvaise fille ni une mauvaise sœur. Ça faisait de moi une adulte saine avec des limites. Je suis arrivé chez mes parents à 17h pile. Comme pour des dizaines de dîners du dimanche passé. Mais cette fois, tout semblait différent. La maison bleue, avec son joli jardin bien entretenu, me paraissait maintenant comme un décor. Une façade qui cachait des années de manipulation. Je remarquais des détails que je n'avais jamais vus avant. Le nouveau mobilier de jardin qui avait dû coûter au moins $2000. Les éclairages de paysage récemment installés. Et les nouveaux bijoux en diamant de ma mère, brillant alors qu'elle ouvrait la porte. Aucun de ces achats ne collait avec leur plainte de difficultés financières quand ils me demandaient de l'argent. Clear. Ma mère m'a serré dans un câlin un peu trop long. Son parfum était étouffant. Tu nous as manqué l'autre jour. Les urgences à l'hôpital sont si imprévisibles, pas vrai? Son ton mélangeait sympathie et admiration et une tactique de manipulation que je reconnaissais désormais. Elle cherchait à me remettre dans mon rôle de fille dévouée avant de me demander quoi que ce soit. Les aléas du métier, répondis-je calmement. En lui tendant une bouteille de vin. Pas une marque chère comme j'avais l'habitude d'apporter pour leur faire plaisir, mais une bouteille de milieu de gamme. Un petit geste symbolique pour poser mes limites. Mon père sortit de son bureau, ses lunettes de lecture sur le nez. Voilà notre professionnel de santé. Comment ça va à l'hôpital? Il me fit un bref câlin, puis ajouta d'un ton faussement détaché. Tu as eu des nouvelles excitantes côté boulot, récemment? La tentative d'obtenir des infos sur mon bonus était maintenant tellement évidente que ça me fit presque sourire. Rien de spécial, mentis-je doucement. Les mêmes défis que d'habitude. La déception discrète dans ses yeux confirma mes soupçons. Lien est déjà là, demandai-je en me dirigeant vers le salon. Il va arriver un peu en retard, répondit ma mère. Mais tu connais ton frère, toujours plein de projets. Je hochai la tête en pensant à tous ces projets qu'il avait mis dans une dette de $5000. Je vais t'aider en cuisine, proposai-je, reprenant mon rôle habituel. Tout en observant tout d'un œil nouveau. Dans la cuisine, les signes de leur mauvaise gestion de l'argent étaient encore visibles. Un nouveau robot de cuisine trônait sur le comptoir. Avec l'étiquette du prix encore à moitié visible, $399. Des ingrédients haut de gamme s'alignaient sur les plans de travail. Huile d'olive italienne importée, fromages spéciaux, légumes bio. Mes parents avaient toujours vécu un peu au-dessus de leurs moyens. Mais maintenant je me demandais combien de ce style de vie avait été financé par mes prêts. Yin arriva avec 45 minutes de retard. Entrant avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'on lui pardonnera tout. Le trafic était horrible, annonça-t-il sans même s'excuser. Il portait un jean de marque et un blazer décontracté. Qui devait coûter plus cher que toute ma tenue? À son poignet brillait une montre que je reconnus, une Tag Heuer. Facilement $4000. Voilà donc à quoi ressemblait sa situation de détresse. Il me fit un câlin d'un bras, un geste de façade sans réelle affection. À comment va ma grande sœur, l'héroïne de la santé? L'insistance sur grande était une autre pique subtile. J'avais 32 ans, donc 4 ans de plus que lui. Et aussi environ 9 kilos de plus que son corps sculpté à la salle. Je vais bien,
répondis-je en l'observant ouvertement. Et jolie montre. Un éclair de gêne ou de culpabilité traversa son visage avant qu'il ne reprenne son sourire charmeur. Ce vieux truc? Je l'ai depuis des années. Mensonge. Ce modèle était sorti il y a 3 mois. Je le savais parce qu'un médecin de mon service venait d'en acheter un et me l'avait montré. Le dîner se déroula avec une tension que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ma mère servit sa fameuse lasagne, ma préférée comme promis, tout en glissant dans la conversation des phrases sur la loyauté et le soutien familial. C'est ça qui rend les Anderson spéciaux, dit-elle en remplissant les verres de vin. On se soutient toujours les uns les autres. Quoi qu'il arrive. Mon père dirigea la conversation vers l'argent avec une subtilité bien rodée. L'hôpital doit bien tourner malgré tout. J'ai lu que les salaires dans le secteur de la santé sont à leur plus haut niveau. Il fit une pause, puis ajouta, surtout pour les postes de direction. Je pris une petite bouchée de lasagne sans même savourer ce plat que j'avais pourtant toujours adoré. Certaines structures s'en sortent mieux que d'autres. La mienne a connu des coupes budgétaires, répondis-je. Yin prit la parole, lançant son jeu. En parlant de finances, j'ai découvert une opportunité d'investissement incroyable. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme bien répété. C'est dans les crypto-monnaies. Une offre spéciale de pré-lancement, réservée à des investisseurs triés sur le volet. Je hochai la tête, attendant la suite. L'investissement minimum est de $50 000, continua-t-il. Mais les rendements prévus sont incroyables, entre 3 et 5 fois la mise en 6 mois. Ça semble trop beau pour être vrai, dis-je doucement. C'est ce que je pensais, s'exclama ma mère. Mais Yin a fait ses recherches. Il nous a montré à ton père et à moi toutes les projections. Mon père s'éclaircit la gorge. On pensait créer un fonds d'investissement familial en combinant nos ressources pour profiter de cette occasion. Et voilà, la demande était faite, déguisée comme si elle allait profiter à tous et non pas pour renflouer Yin. Parle-moi un peu plus de cet investissement, dis-je en posant ma fourchette. Quelle est l'entreprise? Quel est son historique? La confiance de Yin vacilla un peu. C'est une offre privée très exclusive. L'entreprise s'appelle Future Coin Technologies. Et son historique? Depuis combien de temps elle existe? C'est nouveau, mais les fondateurs viennent de grandes entreprises, répondit-il vaguement. Quelles entreprises? Il faudrait que je vérifie mes notes pour les noms exacts. Je hochai la tête en buvant un verre d'eau. Les $5 000 que tu dois payer, c'est lié à cet investissement? Un silence de mort tomba sur la salle à manger. La fourchette de ma mère résonna contre son assiette. Le visage de mon père perdit toutes ses couleurs. L'expression de Yin passa de la surprise à la colère. Comment tu le sais, commença-t-il. J'ai tout entendu, répondis-je calmement. Un mardi après-midi, je suis passé vous voir pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'étais devant la porte de votre chambre quand j'ai entendu que vous prépariez un plan pour me manipuler afin que je paie les dettes de Yin. Ma mère reprit ses esprits la première. Clear, tu as mal compris ce que tu as entendu. On faisait que. Je n'ai rien mal compris, l'interrompis-je d'un ton ferme. Papa a dit, je cite, ne t'inquiète pas pour la dette, on fera en sorte que ta sœur paie. Elle ne dit jamais non à la famille. Puis, vous avez tous ri du fait que je suis une bonne poire responsable. As-tu écouté une conversation privée, cria mon père, essayant de me faire porter la faute. J'étais sur le point de frapper quand je vous ai entendu planifier un mensonge. Je corrigeai. Maman a proposé de me dire que c'était pour des frais médicaux. Yin pensait que le présenter comme une opportunité d'investissement serait plus convaincant. Je me tournai vers mon frère. Comme celle que tu viens d'inventer. Le beau visage de Yin se tordit sous la colère. Mais tu penses toujours être meilleur que moi, hein? La parfaite Clear, avec sa carrière d'infirmière et sa vie de sainte. Je ne pense pas être meilleur que toi, répondis-je. Je refuse juste d'être ton compte de secours personnel désormais. Après tout ce qu'on a fait pour toi, hurla ma mère, les larmes lui montant aux yeux en un éclair. Son jeu d'actrice était impressionnant, mais je n'y croyais plus. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement, demandai-je calmement. J'ai travaillé pendant mes études, payé moi-même l'université, acheté ma voiture, ma maison. Pendant ce temps, vous avez tout donné à Yin, en me prenant à moi. Mon père tenta une autre stratégie, minimiser. Tu exagères.
Ce n'était qu'une discussion, pas un complot. Les familles parlent parfois d'argent. Les familles ne complotent pas pour se manipuler les unes les autres, répliquai-je. Ce n'est pas juste pour mardi. J'ai calculé tout l'argent que j'ai prêté à cette famille en 10 ans. Presque 50 000 $. Jamais remboursé. Yin souffla, exaspéré. C'est ce que fait une famille. Non, dis-je fermement. Ça, c'est ce que font les abuseurs et ceux qui en profitent. Et j'en ai fini avec ces deux rôles. Je me levai, surprise de voir à quel point je me sentais calme. J'ai déplacé mon argent dans des comptes auxquels vous n'avez pas accès. J'ai tout documenté, chaque prêt non remboursé. Et désormais, je vais poser des limites très claires. Tu abandonnerais ta famille pour de l'argent, me lança ma mère. Sa manipulation atteignant son dernier niveau, attaquait ma moralité. Ce n'est pas une question d'argent, répondis-je. C'est une question de respect et d'honnêteté que vous ne m'avez jamais accordé. Vous étiez prêt à me mentir en face et à rire dans mon dos. Ça, ce n'est pas de la famille. Donc tu pars, se moqua Yin. Je pars de ce rôle où je suis exploité, rectifiai-je. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, elle sera basée sur le respect mutuel. Pas sur ce que je peux vous donner. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Tu es ridicule et ingrate. Après tous les sacrifices qu'on a faits pour toi. Cite-m'en un, le défiai-je. Une seule chose que tu as faite pour moi, et que tu n'as pas faite 2 fois plus pour rien. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun exemple ne sortit. Je pris mon sac et marchai vers la porte. Me retournant une dernière fois. Je vous aime tous. Ça n'a pas changé. Mais de l'amour sans limite, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Quand vous serez prêt à avoir une relation honnête, je serai là. En attendant, je vais prendre soin de moi. Je sortis, fermant la porte doucement derrière moi. Dans ma voiture, je pris une profonde respiration. Étonné par la légèreté que je ressentais. Pour la première fois de ma vie adulte, je m'étais défendu face aux personnes qui m'avaient appris à toujours les mettre en premier. Ça faisait mal, oui. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de nouveau et précieux. Le respect de moi-même. Le bombardement commença même avant que je sois rentré chez moi. Mon téléphone vibrait avec des messages de ma mère. Mélangeant chantage émotionnel. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça. Et tentative de minimiser ce qui s'était passé. Tu as tout mal compris. Mon père, lui, avait une approche plus directe. Des messages vocaux avec sa voix stricte de comptable. Expliquant que l'aide financière entre proches était parfaitement normale. Et que je réagissais de façon exagérée à des dynamiques familiales classiques. Les messages de Yin oscillaient entre menaces. Tu regretteras de tourner le dos à ta famille. Et excuse. Je suis désolé si tu t'es senti blessé, mais j'ai vraiment besoin d'aide. La manipulation était tellement évidente maintenant. Que ça en devenait presque risible. La noche. À la place, je me suis servi un verre de vin, j'ai pris un bain et je me suis autorisé à ressentir les émotions complexes qui me traversaient. Le deuil de la relation familiale que je croyais avoir. La colère contre des années d'exploitation. Et sous tout ça, une sensation croissante de libération. Le lundi matin. La stratégie de communication s'était intensifiée. Ma mère avait appelé ma cousine Nicole, ma tante Cathy. Et même ma grand-mère âgée pour qu'elle m'aide à me mettre la pression. Tante Cathy m'a appelé pendant que je me préparais pour aller au travail. Clear, ta mère est complètement dévastée, dit-elle directement. Là elle dit que tu as fait une sorte de crise de nerfs pendant le dîner d'hier. Et que tu as accusé la famille de choses terribles. Je pris une grande inspiration, me souvenant du conseil de la docteure Carter, restez calme. Ce n'est pas ce qui s'est passé, tante Cathy. J'ai entendu leur plan pour me manipuler afin que je paie les dettes de Yin. Quand je les ai confrontés, ils ne l'ont même pas nié. Eh bien, je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, dit-elle avec condescendance. Ta mère m'a dit qu'il parlait seulement de finances familiales et que tu l'as pris personnellement. Elle a mentionné que Yin avait besoin de 75 000 $. Et que vous avez ri sur le fait que tu ne dis jamais non à la famille. Tante Cathy fit une pause. 75 000. Ce chiffre est correct, répondis-je. Et ce n'est pas la première fois qu'on me prend pour le fonds de secours personnel de Yin. Nouvelle pause. Écoute,
je sais que Yin a eu ses problèmes. Mais je doute que tes parents aient abusé de toi exprès. Ils t'aiment. Je crois qu'ils m'aiment à leur façon, reconnus-je. Mais ils m'utilisent financièrement depuis des années. Je pose juste des limites maintenant. Des limites, répéta TL comme si le mot était étrange. Éclair, on ne met pas de limites dans une famille. Une famille, c'est être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Même quand c'est à sens unique? Même quand ça implique des mensonges et de la manipulation? Ma tante poussa un profond soupir. Tu as toujours été si indépendante, si différente du reste d'entre nous. C'est peut-être pour ça que tu ne comprends pas comment fonctionne une famille. Ces mots visaient à me faire sentir comme l'étrangère, celle qui avait un problème. Il y a une semaine, ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, ça me confirmait que je faisais le bon choix. Je comprends très bien comment fonctionne notre famille, dis-je calmement. C'est pour ça que je change le rôle que j'y joue. Au fil de la semaine, j'ai découvert d'autres choses inquiétantes. Ma cousine Laura, qui travaillait dans la banque où mes parents avaient leur compte, m'a appelé en privé. Je ne devrais pas te dire ça, chuchota TL au téléphone. Mais après ce que tu as dit à tante Cathy, je pense que tu devrais savoir. Tes parents ont pris une deuxième hypothèque il y a 3 mois. Le montant exact, 75 000 $. Tout s'éclaira. Ils avaient déjà payé la dette de Yin. Bon, on dirait bien, dit-elle. Et d'après ce que je vois, ils ont du mal à faire les paiements. Le compte de retraite de ton père montre aussi plusieurs retraits. Cette révélation aurait dû me mettre en colère. Mais je ressentis plutôt une profonde tristesse. Mes parents avaient une fois de plus sacrifié leur avenir pour Yin. Et avaient prévu de me reprendre l'argent à moi. Au lieu de rendre Yin responsable. En parlant prudemment avec d'autres membres de la famille. J'ai compris que le business d'importation de Yin était une façade. En réalité, il avait accumulé de lourdes dettes de jeu avec des gens dangereux à Atlantic City. Opportunité d'investissement, était totalement inventée. Une histoire créée pour m'extorquer de l'argent. La pression augmentait chaque jour. Mon père est même allé jusqu'à appeler ma supérieure à l'hôpital. Prétendant s'inquiéter pour ma santé mentale et mon comportement. Une tentative claire de saper ma crédibilité. Heureusement, ma réputation pro était solide. Et le plan a échoué. Ma chef m'en a parlé avec bienveillance. Les ruptures familiales sont plus fréquentes qu'on ne le croit. M'a-t-elle dit pendant notre réunion hebdomadaire. Mon frère et moi, on ne s'est pas parlé pendant 5 ans. Jusqu'à ce qu'il suive un traitement pour ses addictions. Parfois, la distance, c'est ce qu'il y a de plus sain. Son soutien m'a rappelé que je n'étais pas seul. Sur les conseils de Chloé, j'ai rejoint un groupe de soutien en ligne pour adultes ayant des familles financièrement toxiques. Les témoignages m'ont bouleversé par leur ressemblance avec le mien. Mes parents ont hypothéqué leur maison 3 fois pour sauver mon frère. Écrivait une femme. Quand ils n'ont plus eu de capital, ils se sont tournés vers moi. Quand j'ai dit non, ils ont dit à toute la famille que je les abandonnais dans un moment de besoin. Ces histoires ont renforcé ma détermination. Alors que ma propre famille devenait de plus en plus désespérée. Yin est venu jusqu'à mon lieu de travail. Faisant une scène dans le hall de l'hôpital jusqu'à ce que la sécurité l'expulse. Ma mère laissait des messages vocaux en larmes, disant qu'elle ne pouvait plus manger ni dormir à cause de ma cruauté. Mon père alternait entre sermons sur le devoir familial et menaces à peine cachées de me déshériter. 10 jours après la confrontation. Je reçus leur ultimatum par message de groupe. Éclair, on t'a laissé du temps pour réfléchir à ta position irrationnelle. La situation de Yin est critique, et en tant que famille, tu as la responsabilité d'aider. Si tu choisis de ne pas participer à la résolution de cette crise, on devra reconsidérer ta place dans la famille. Le choix t'appartient. Je relus le message plusieurs fois. Et une étrange sérénité m'envahit. C'était leur manipulation finale, la plus forte. Me menacer de rejet total si je ne cédais pas. Autrefois, cette menace implicite m'aurait terrifié. Me poussant à tout faire pour les satisfaire. Mais maintenant, je voyais clair. C'était du chantage affectif. Je pris soin de rédiger ma réponse. Je vous aime tous et j'espère que notre relation pourra guérir. Cependant, je ne fournirai aucune aide financière. Je respecte votre droit de prendre vos propres décisions concernant notre relation. Quelques minutes plus tard. Mon téléphone explosa de messages furieux.
Mais je ne les ai même pas lus. J'ai temporairement bloqué leur numéro. Pour me donner l'espace de guérir sans être bombardé émotionnellement. Le faux choix qu'ils me présentaient. Soit obéir, soit être rejeté. Était une illusion. Je choisis une troisième voie. Des limites saines et du respect de moi-même. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Plus tiraillé entre loyauté familiale et instinct de survie. Le chemin ne serait pas facile. Mais il était clair. Et dans cette clarté, j'ai trouvé une liberté inattendue. 6 mois peuvent tout changer. Alors que les feuilles d'automne peignaient Chicago en orange et or. Je m'assis sur mon balcon avec une tasse de chocolat chaud. Réfléchissant à tout ce qui avait changé depuis cet après-midi d'avril. Où j'ai découvert la trahison de ma famille. Le changement le plus évident était le silence. Après 3 mois de siège émotionnel. Appels, messages, parents mobilisés. Et même une embuscade théâtrale dans mon supermarché préféré. Ma famille avait enfin accepté que leurs tactiques habituelles ne fonctionnaient plus. La communication constante avait diminué, remplacée par des messages occasionnels et très formels. Une carte d'anniversaire de ma mère sans un mot personnel. Un email groupé sur les plans pour Thanksgiving, sans que je sois invité directement. Le silence m'a fait mal au début. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, en pleurant la relation familiale que j'avais tant chérie. Mais peu à peu, ce silence a créé un espace pour la guérison et la croissance. Sans le drainage constant de leurs demandes émotionnelles et financières. J'ai retrouvé de l'énergie pour d'autres relations et d'autres activités. Mon appartement, qui n'était autrefois qu'un endroit où dormir entre mes gardes à l'hôpital et les obligations familiales, est devenu un véritable sanctuaire. J'ai repeint le salon en terracotta chaud. J'y ai accroché de l'art qui me parlait à moi, et non à ce qui plaisait à ma mère. Et j'ai adopté une chatte sauvée, Luna, qui m'accueille avec ses ronronnements pleins d'affection chaque fois que je rentre du travail. Sur le plan professionnel, j'ai prospéré, libéré du stress familial permanent. 3 mois après notre confrontation, j'ai été promue directrice des soins infirmiers. De toute la division des soins intensifs. Avec une augmentation de salaire importante et une plus grande influence sur les protocoles de soins. Ce succès, je le ressentais comme entièrement à moi. Ce n'était pas quelque chose que je devais minimiser devant rien. Ni un outil pour obtenir l'approbation de ma famille. L'événement le plus surprenant est arrivé début octobre. Mon père a fait une petite crise cardiaque. C'est ma cousine Laura qui m'a mise au courant, pas mes parents. Après un moment d'hésitation, je suis allé à l'hôpital. Pas par obligation, mais par compassion. Mon père semblait plus petit, dans ce lit d'hôpital, vulnérable comme je ne l'avais jamais vu. Quand je suis entré dans sa chambre, ses yeux se sont ouverts avec une réelle surprise. « Éclair », dit-il d'une voix rauque. « Tu es venu ?» J'ai hoché la tête en prenant la chaise près de son lit. « Comment tu te sens ?» Comme si un éléphant était assis sur ma poitrine, admis-il. Mais ils disent que j'ai eu de la chance, pas de dommages majeurs. On s'est assis dans un silence inconfortable pendant plusieurs minutes avant qu'il ne reprenne la parole. D'une voix plus hésitante que d'habitude. Le médecin a dit que le stress était un facteur. Il fit une pause en regardant le plafond. Le stress financier. J'ai attendu, sans offrir le réconfort automatique que je lui aurais donné autrefois. Les dettes de Yin, continua-t-il. C'était bien pire que ce qu'on t'a dit. Les $5000, ce n'était que le début. Il y avait $100 000 de plus. Le chiffre m'a choqué, mais je suis resté impassible. Je suis désolé d'entendre ça. On a dû vendre la maison de vacances dans le Michigan, dit-il. Celle qu'on voulait pour notre retraite. Et les antiquités des parents de ta mère. Mais ce n'était toujours pas assez. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yin, demandai-je. Le visage de mon père vieillit encore d'une décennie. Il est parti. Il a quitté la ville il y a 1 mois. Il a dit qu'il avait une opportunité en Californie. Et il nous a laissés avec ses dettes. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu les yeux de mon père se remplir de larmes. Mais tu avais raison, Clear. On l'a trop gâté. On ne lui a jamais posé de limite. Et on t'a laissé nettoyer notre bazar. Ses excuses, même incomplètes, étaient plus que ce que j'avais espéré. Elles n'effaçaient pas la douleur, ni ne reconnaissaient tout le schéma d'exploitation.
Mais c'était un début. Je ne peux pas régler ça financièrement, dis-je doucement. Même si je le voulais, ça n'aiderait pas rien à long terme. Je le sais, dit-il, à ma grande surprise. Je ne te dis pas ça pour ça. Je voulais juste que tu saches que maintenant je comprends. Ce qu'on a fait. Ce que c'était, et à quel point c'était injuste. Ma mère, elle, n'a jamais eu ce niveau de lucidité. Quand elle est arrivée à l'hôpital et m'a vu là. Elle a oscillé entre gratitude en larmes pour ma présence. Et petites insinuations subtiles sur leur situation financière. Le schéma de manipulation d'une vie ne disparaît pas en un jour. Mais j'ai gardé mes limites, avec calme et constance. Je suis là pour vous soutenir émotionnellement, lui ai-je dit clairement. Pas financièrement. Les mois suivants, j'ai maintenu un contact prudent et limité avec mes parents. Les dîners du dimanche ont été remplacés par des déjeuners occasionnels dans des lieux publics, avec des limites de temps claires. J'évitais les questions sur mes finances personnelles. Et je changeais de sujet quand le nom de Yin était mentionné, ce qui arrivait souvent. Pendant ce temps, mon réseau personnel s'épanouissait. Chloé restait mon allié inconditionnel. Félicitant chacun de mes progrès et de mes limites. Mes séances de thérapie avec la Dr Carter restaient centrées sur la reconstruction de mon identité. En dehors de mon ancien rôle de sauveuse familiale. J'ai noué des liens plus profonds avec mes collègues. Et renoué avec de vieux amis que j'avais négligés en mettant ma famille en priorité. La connexion la plus inattendue est venue du groupe de soutien pour l'exploitation financière familiale. Là, j'ai rencontré d'autres personnes qui comprenaient exactement ce que j'avais vécu. On a formé un petit groupe local qui se retrouvait chaque mois autour d'un café. Ces inconnus devenus amis m'ont apporté une validation et une perspective que ma famille biologique ne m'avait jamais offerte. Un jour, inspiré, j'ai travaillé avec 2 membres du groupe pour créer un atelier dans le programme d'éducation du centre hospitalier. Les limites financières et dynamique familiale. La première session était complète. Preuve que beaucoup de gens luttent avec ce genre de problème mais ne trouvent ni les mots ni le soutien pour en parler. Debout devant la classe, partageant mon histoire pour aider les autres. J'ai ressenti un vrai sens, quelque chose qui dépassait la douleur du rejet familial. Mon histoire, aussi difficile soit-elle, pouvait devenir une lumière pour d'autres en pleine obscurité. Aujourd'hui, en regardant Luna courir après les feuilles mortes sur mon balcon, je repense au chemin parcouru ces 6 derniers mois. La famille dans laquelle je suis né ne comprendra peut-être jamais vraiment, ni ne respectera mes limites. Yin reste absent, envoyant parfois des demandes d'argent à mes parents depuis sa nouvelle vie en Californie. Ma mère tente encore parfois une manipulation subtile lors de nos brefs échanges. Mon père, marqué par son problème de santé, montre parfois des signes de compréhension, mais retombe souvent dans ses vieux schémas. Pourtant, j'ai compris que la famille peut se définir par les actes plus que par le sang. Elle peut inclure des amis qui respectent tes limites. Des collègues qui reconnaissent ta valeur. Une thérapeute qui t'aide à grandir. Des membres de groupe qui partagent ta douleur. Et même un chat qui t'accueille chaque jour avec amour. J'ai appris que dire non n'est pas égoïste. Parfois, c'est la forme la plus pure de respect envers soi-même. Que la culpabilité est souvent le signe que tu brises un schéma malsain. Pas que tu fais quelque chose de mal. Que l'aide financière sans responsabilité ne sauve personne. Elle alimente juste leur dysfonction. Et surtout, j'ai appris que ma valeur ne dépend pas de ce que je donne. Ni de mon sacrifice. Ma valeur existe, en soi, sans condition. Le chemin n'a pas été facile et n'est pas fini. Il m'arrive encore de douter. De regretter la famille que j'aurais voulu avoir à la place de celle que j'ai eue. Mais à chaque limite tenue. Chaque relation saine que je cultive. Chaque geste d'auto-soin que je m'accorde. Le chemin devient plus clair. Si tu lis ceci et que tu reconnais ta propre famille dans mon histoire, sache que tu n'es pas seul. Poser des limites ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta famille. Ça veut dire que tu t'aimes assez pour exiger respect et honnêteté. As-tu déjà dû poser des limites difficiles avec ceux que tu aimes? Partage ton expérience en commentaire, et si mon histoire te parle. N'hésite pas à aimer, t'abonner ou la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre que se protéger, même de sa famille, c'est permis. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souviens-toi, le véritable amour t'élève, il ne te vide pas.